Avant la pause, tout à l'heure, on était en train d'évoquer le Bénin, où le gouvernement béninois a régulé désormais le prix de la chloroquine. La plaquette de chloroquine se vendra désormais à 500 francs au Bénin et sera accessible aux populations sur prescription médicale. David, avant la pause, vous évoquiez donc cette sorte de résistance qu'auraient les Noirs à un certain type de maladie. Et donc aujourd'hui, le noir fait développer, en tout cas dans un système immunitaire qui arrive quand même à faire face au coronavirus. La preuve, vous voyez un peu la courbe en termes de décès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contamination, mais quand vous évaluez un peu le nombre de décès en Afrique, je pense que certains pays en Europe seraient très heureux d'avoir ce chiffre-là. Alors pourquoi ça se passe comme ça chez les Noirs? Personne ne le sait. Mais je pense que si le Bénin a décidé de faire de la chloroquine un produit pour aller contre ce virus, ça veut dire que des études ont été faites dans les laboratoires à Cotonou ou un peu ailleurs pour déterminer aussi le caractère posologique de ce comprimé-là qui puisse aller à la lutte contre ce virus-là. Et heureusement, au moins qu'au Bénin, ça a été subventionné. Aujourd'hui, tout le monde connaît le prix de vente de la plaquette. Quand vous arrivez dans une pharmacie, vous avez le même prix de vente qu'ailleurs. Et donc ça permettra à la population d'être aussi rassurée quelque part de la prise de ce comprimé qui sera soumise à la présentation d'une ordonnance. Ça veut dire qu'il y aura un suivi médical et posologique qui va être fait avant que vous ayez accès à ce comprimé-là. Mais on est quand même avec la chloroquine dans un débat qui n'a pas encore pris fin, puisque la communauté scientifique internationale dit on n'est pas très sûr de l'efficacité. Moi, il y a encore quelques jours, j'ai interrogé ici un médecin qui disait que les premiers patients qui sont arrivés chez nous ici étaient naturellement guéris après quelques jours. Et donc, c'est après qu'ils ont introduit systématiquement la chloroquine et l'hydroxychloroquine et l'azithromycine dans le protocole. Donc, on ne sait pas trop si c'est ça qui fait effet ou comment. Donc, c'est quand même trop facile de trancher, de dire c'est la chloroquine. Non, mais moi, je crois que c'est avec la publicité et les arguments développés par le professeur Didier Raoult qui ont convaincu non seulement une partie du monde médical, mais également nos décideurs, nos premiers responsables à aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a, disons, l'absence de vaccin, d'un traitement qui soit homologué. Maintenant, si la chloroquine ajoutée à l'azithromycine pourrait faire l'affaire, pourquoi ne pas utiliser cela en attendant que les têtes les plus savantes européennes ou bien occidentales trouvent leur vaccin, et leur vaccin qui, généralement, ne sera pas à la bourse de vous et moi, c'est-à-dire de nous, les pauvres citoyens. Donc, c'est là où je parlais tantôt d'un deal ou bien d'un fonds de commerce entre les laboratoires et les usines pharmaceutiques. Et là, avec les révélations de ce professeur marseillais, ça a démystifié un tant soit peu ces recherches qui sont aussi en cours. Mais aucun des médecins aussi n'a dit que le traitement à la chloroquine ne peut pas ou bien n'a pas d'aspect positif. Donc ils n'ont pas le courage de le dire parce qu'ils n'ont pas les éléments d'appréciation. Mais quelqu'un a les éléments d'appréciation pour dire que ça guérit au Covid-19, mais pourquoi pas? Donc si c'est déjà dans les habitudes des Africains, donc pourquoi pas encourager cela. Et nous avons également vu que même du côté de l'Occident et notamment de la France et du côté de Marseille, nous avons vu les reportages où les Français même prennent d'assaut l'institut de ce professeur et qui vont pour un dépistage volontaire et qui se prennent en charge rien qu'à partir de la chloroquine. Moi, je crois que dans ce débat, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un débat qui est derrière les rideaux. Donc, un des débats cachés derrière les rideaux, c'est que les puissances, les milieux du business ont voulu également profiter de cette pandémie pour essayer, pour des fonds de commerce, mais malheureusement, avec, disons, les découvertes, avec le traitement et le protocole de suivi, disons, rendu public par ce professeur, ça a piétiné un peu leur business, ça les a gênés. Donc là, et vous aurez remarqué aussi, Samuel, que dans les premières semaines ou bien dans les premiers jours, lorsque le professeur Didier Raoult a monté au créneau, a accordé des interviews, a dit qu'il a traité les gens, vous aurez remarqué que sur d'autres chaînes françaises, comment est-ce que les lobbies
des laboratoires et puis des industries pharmaceutiques ont dépêché des médecins pour aller dans des éditions plateau pour dire que non, rien n'est encore. Donc ça, c'est la contre-communication qu'on voudrait faire parce qu'ils voyaient leur business tomber à l'eau. Justement, il y a le coronavirus, mais il y a aussi le corona business. Oui, les deux vont de pair. Hein. Certains, à l'heure où nous parlons ici, à l'heure où nous évertuons pour trouver un financement, pour trouver de la disponibilité financière, et certains se font des millions sur ce virus-là. Regardez déjà avec la production des masques, quand on vous dit un peu comment ça artisanaux. Voilà, etc. Mais ailleurs, aujourd'hui, la Chine est le premier pays producteur de masques. Hein. Quand vous commandez, quelques jours après, on vous livre. Hein. Et donc, c'est des millions qui sont en train de rentrer. Et aussi, les laboratoires scientifiques et médicaux, ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau. C'est des gens qui continuent d'alimenter la peur, la psychose autour de ce virus, sans donner véritablement aussi les résultats positifs qui sont sortis aujourd'hui. L'Italie a moins de morts, l'Espagne a moins de morts. Aujourd'hui, le virus, il est parti de Wuhan, d'après ce qu'ils ont dit. Les gens ont commencé par sortir, les activités ont commencé par reprendre dans cette ville. Il faut qu'ils en parlent aussi, ces laboratoires. Ce n'est pas seulement tous les jours, c'est des morts, c'est des contaminations, c'est le nombre élevé, etc. Derrière, il y a un business qui ne dit pas son nom et ça profite plus à certains qu'à d'autres. Malheureusement, c'est le triste constat. Et puis cette communication aussi qu'on a bizarrement eue sur cette pandémie où c'est comme dans le cas du Togo, où vous avez 6 décès, mais vous avez 53 guéris. Quand vous voyez la plupart des médias occidentaux, on fait la part belle aux décès et on dit pratiquement rien sur les guéris. Non, mais c'est fait à dessein parce que dire qu'il y a autant ou bien plus de guérison, donc les gens vont interroger le traitement, le protocole de traitement qui a été mis en place. Donc c'est pour dire que ils peuvent, s'ils ont cette réelle volonté, venir à bout de cette pandémie. Mais alors que les gens voudraient, disons, être beaucoup plus alarmistes. Donc les gens sont négationnistes même au début de la pensée. Donc les gens, parce qu'il y a des relents de commerce, de fonds de commerce derrière, donc là, il faut communiquer sur le mort. Et on sait que c'est ça qui touche l'humain. Mais lorsqu'on dit que ça tue, et que si demain, donc on vous dit que pour ne pas risquer d'être mort, donc il faut débourser 1 000 euros, 10 000 euros, pour avoir une boîte de vaccin pour toute ta famille, même tu seras tenté même d'aller faire un prêt pour l'avoir. Mais là, ça fait le business, ça c'est le corona business dont vous parliez. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres énergies qui sont développées et il y a parmi ces énergies, des gens ne voudraient pas qu'on trouve une solution assez rapide à cela. Et les médias aussi sont malheureusement mis à contribution. Surtout les médias occidentaux aussi. Si nous voyons les médias occidentaux qui communiquent sur le coronavirus, disons à visage africain, donc ils ne font que parler des décès et des morts. Et autres là, mais ne parlent pas de ces personnes qui sont guéries, les prises en charge. Ce qu'ils vont dire également, ou bien ce qu'ils ont l'habitude de dire, donc c'est dire qu'en Afrique, nous n'avons pas des infrastructures adéquates, nous sommes dans la vétusté, les infrastructures n'existeraient même pas, mais à côté, justement, il y a du bon boulot qui est fait par nos médecins. Avec nos peu de moyens, si nous arrivons à juguler cette pandémie, et avec les moyens que eux ils ont du côté de l'Occident, ils n'arrivent absolument à rien faire. Normalement, ils devraient s'abaisser, s'humilier pour venir apprendre de nous. Même certains laboratoires qui donnent jusqu'à juin 2021 pour trouver un vaccin. Un vaccin compte, c'est pour alimenter encore la chaîne d'enrichissement. Même je ne te coupe pas, même pour 2021, ils n'ont pas encore trouvé le vaccin, mais ils ont déjà donné un prix indicatif pour le vaccin, 10 000 euros. Voilà. 10 000 euros pour une personne, donc même en Afrique, 10 000 euros, donc ça fait 6 556 000. 6 556 000 pour s'acheter un vaccin. Et là, si vous êtes une famille nombreuse, donc c'est dire que les gens sont dans le corona business et les gens veulent voir, disons, cette pandémie perdurer parce que ça va faire leur affaire. Et également, même pour les bavettes, les masques que nous portons, c'est également un fonds de commerce.
C'est également un fonds de commerce. Même les pharmacies font dans la rétention de ces produits et augmentent le prix. Ou bien ils sortent ça par des bras, par des circuits pour avoir des plus-values. Je suivais un reportage ce midi sur une chaîne française où à Taipei, ils sont arrivés même pour contrecarrer la pénurie qui est créée dans les pharmacies. Donc ce sont les distributeurs. Donc ce sont les distributeurs automatiques de masques. Donc ça c'est déjà bon. Mais ça, c'est déjà bon. Tu présentes ta carte santé, ta carte d'identité ou bien ta carte bancaire, tu t'achètes le masque et autres. Donc, c'est pour dire que le business qui est derrière, disons, la commercialisation de ce masque, on est en train de trouver un début de solution. Dernier sujet, c'est le Togo. Là, on va avoir donc un peu plus de temps que d'habitude. On va évoquer donc les poursuites judiciaires. Agbeome Kodjo, l'ancien Premier ministre, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Il y en a qui n'aiment pas qu'on dise candidat malheureux, mais bon, selon les résultats officiels, c'est cela. Eh bien, il a été arrêté ce matin par les éléments de... Je ne sais plus si c'est la police, la gendarmerie, en tout cas. Il a été pris et présenté au service central d'investigation criminelle, le SCRIC, qui doit l'écouter pour un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. David, l'arrestation, il faut le dire comme ça, d'Agbeome Kodjo, on peut en faire un film d'action. Ça dépend de quel côté vous êtes. Mais il fallait forcément s'attendre à son arrestation. Ça interviendra de toutes les façons, quel que soit le moment, quelle que soit la période que ce jeu de chat et de souris aura duré, s'il sera au final arrêté. Ça s'est fait ce matin. À la limite que certains Togolais sont aujourd'hui tristes de cette arrestation. D'autres seraient peut-être en train de jubiler dans leur salon ou alors dans leur lieu de présence actuellement, parce qu'au final, Agbeome a été arrêté. C'était l'ambition de la justice togolaise qui l'a par 2 ou 3 fois invité à se présenter au SCRIC. C'était aussi sur la base des accusations qui sont portées contre lui, du fait qu'il aurait posé des actes anti-républicains, etc. Mais la réelle question qui se pose aujourd'hui est de savoir en quoi la position d'Agbeome après l'élection du 22 février menacerait le pouvoir du chef de l'État si aujourd'hui la CENI, qui est l'organe qui s'occupe de l'organisation de ces élections, et la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction la plus haute du Togo, ont confirmé déjà la victoire du chef de l'État. Donc si ces sorties médiatiques, ces prises de parole, l'utilisation des emblèmes, tout ce dont il est accusé ne comporte pas des germes de menace du pouvoir du chef de l'État actuel, beaucoup de Togolais s'accordent à dire que ça ne sert à rien de mettre autant d'investissements pour aller arrêter un candidat de l'opposition qui avait pris part aux dernières élections. Maintenant, derrière cette arrestation, qu'est-ce qui va être fait? Quelle sera la finalité? Il a été arrêté, oui, il va passer devant le procureur général, comme ils l'ont dit. Après, est-ce qu'il va être envoyé, il va être mis aux arrêts ou il va être libéré? Est-ce que tout ça ne compose pas le quotidien de beaucoup de Togolais aujourd'hui? Parce qu'en face, on sait ce qui occupe les préoccupations des Togolais. Mais alors, c'est vrai qu'il a été arrêté aujourd'hui, mais je pense qu'on n'avait pas besoin de mettre autant d'investissements, on n'avait pas besoin d'envoyer autant d'éléments des forces de sécurité, déranger la tranquillité des voisins, faire peur aux gens, menacer, tirer des gaz, mettre des gens dans des situations difficiles pour arrêter un simple citoyen qui est Agbeome. Ça aurait été mieux si d'autres dispositifs avaient été mis en place pour son arrestation. Alors, Crédito, c'est là où je parlais de films d'action, parce que moi j'ai suivi un certain nombre de vidéos où on a tenté de défoncer le portail et tout. Il n'y avait pas une manière beaucoup plus, j'allais dire, plus humaine de faire l'opération, d'aller prendre Agbeome? Non, mais moi je crois que la façon la plus humaine, c'est ce que le SCRIC a utilisé en lui envoyant
par 3 fois une invitation à se présenter pour les nécessités d'une enquête judiciaire. Mais M. Agbéomé a défié la justice, a défié l'autorité de l'État. Donc je crois que ce sujet... La personne de ses avocats, il estime qu'il était souffrant. Non, les avocats... Non, je vais en venir, mais je fais une analyse pour dire que pour quelqu'un qu'on a invité, oui, c'est vrai, pour la première invitation du 1er avril, donc on nous a dit que son état de santé ne le permettait pas. Donc c'est cela qui a été réitéré pour le 9 avril. Mais entre le 1er et le 9 avril, quelqu'un qu'on nous a présenté comme souffrant a réitéré des actes. Donc ça, c'est la première parenthèse. Maintenant, entre le 9 et le 17 avril, nous avons vu également un certain docteur Agbéomé Kodjo très actif sur les réseaux sociaux. Donc on ne dirait pas que M. Agbéomé est réellement malade. Donc si on nous dit aujourd'hui qu'il a le terme médical, une loco-régionale, où il a des courbatures plus accentuées, donc je dis, et là j'ai appris également que les avocats avaient présenté un certificat médical au procureur de la République. Et c'est ce certificat médical même qui a fait que M. Kodjo n'a pas été arrêté lorsqu'il a défié les services de la gendarmerie. Parce que pour la première convocation, c'est vrai, ils ont dit que son état de santé, la seconde aussi son état de santé, mais lorsque la personne, malgré ce que ses avocats disent, comme son état de santé ne lui permettait même pas de se déplacer, de se lever, mais on voit la personne qui continue toujours pas faire des audios, défiant toujours l'autorité de la... Un audio depuis son lit. Hein. Oui, non, mais on peut faire de l'audio, je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous êtes en mauvais état de santé et vous savez qu'il y a des charges qui pèsent sur vous, donc il y a également des attitudes à adopter. Donc jusqu'à hier nuit, nous avons entendu encore M. Agbéomé faire des audios. Même il a même fait encore une adresse à la nation. Ce qu'on lui reprochait déjà, ce qui lui a valu, disons, cette réquisition du procureur de la République. Donc c'est que à un certain moment, il a prêté le flanc. M. Agbéomé Kodjo, ayant le courage de dire les choses telles qu'elles sont, il a prêté le flanc. Et sûrement qu'il a été embobiné par des gens qui l'entourent, notamment par le prélat, le vieux prélat qui lui a donné cette assurance-là. Mais cette assurance ne pourrait pas prospérer parce que l'État ou bien la justice aussi devrait, disons, restaurer, disons, son poids. Donc nous avons vu aujourd'hui. Un moment, on va aller à la courte pause et on revient juste derrière, continuer.